Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui, d'avoir raccourci votre pause déjeuner pour venir me voir, moi, Antoine de Seigne, vous parler de comment améliorer les performances de votre back-end. Donc, on attaque. Merci. Donc, hop là, pourquoi ça ne veut pas, Maurice? Un peu de moi. Donc, moi, je travaille chez Axway. C'est un éditeur de logiciels de 1700 personnes. On est dans 17 pays. Et plus particulièrement, moi, je suis développeur et architecte sur un produit. Sur un produit depuis 11 ans. Je travaille sur le même produit et c'est le même. On le vend. C'est un produit qui fait de l'analytics avec une base de données propriétaire en Java. C'est-à-dire qu'on a développé notre base de données à nous, parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui faisaient ce qu'on voulait sur le marché. Du coup, les performances sont assez importantes pour nous. Et du coup, on a une track performance, là, depuis 3 ans, une vraie track performance. Ce que j'entends par une track performance, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps 3-4 personnes qui travaillent uniquement sur les performances. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu de méthodologie sur savoir comment on va pouvoir s'y prendre. C'est pas technique, hein, je vous rassure. Donc les performances, en fait, qu'est-ce qu'on entend par les performances? Eh bien, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir d'une part la latence. Typiquement, ça va être des API. Quel est le temps qui va se passer entre le début de ma requête, la fin du traitement, hop, ça y est, c'est ça qui nous intéresse, donc que ce soit le plus court possible. Mais c'est pas toutes les applications ne fonctionnent pas comme ça. Nous, notre cas, c'est plus en calcul. C'est-à-dire qu'on va avoir un batch de données en entrée. Il va falloir le processer le plus vite possible pour être capable de sortir le maximum d'informations en un minimum de temps. Donc c'est là, nous, ce qu'on appelle les performances. Du coup, maintenant, on peut se poser la question de pourquoi on voudrait améliorer les performances. Je veux dire, les clients, ils ont acheté le logiciel, ça marche. Pourquoi on voudrait s'en soucier, en fait? Déjà, pour penser un peu à la planète, l'écologie, le Green IT, d'être plus efficace, c'est toujours bon, c'est toujours bien. L'autre intérêt, qui est pour les patrons et tout l'intérêt majeur, c'est ça fait faire des économies. Parce que, du coup, plus performant, ça veut dire on peut tourner sur des ressources en cloud qui sont plus petites, donc qui coûtent moins cher, on va consommer moins d'électricité, on va pouvoir faire tourner plus de choses sur nos VM, etc. Tout le monde est content, parce que pour une fois, l'écologie et l'économie, ça va, et les économies, ça va dans la même direction, donc c'est assez facile à faire accepter. Ensuite, il y a aussi un cas auquel on ne pense pas forcément, qui est supporter une utilisation future plus importante. C'est-à-dire que là, les clients, ils vont utiliser votre application, ils vont trouver « ouais, c'est bien et tout, ça marche ». Ça marche sur leurs besoins actuels, mais en fait, plus tard, ils vont se mettre à l'utiliser plus, et eux, ils ne veulent pas changer de serveur, et leur va bien leur VM qu'ils ont choisi chez eux, tranquille, pour faire tourner votre application, ils ne veulent pas plus gros. Donc, pour être capable de supporter une application. Oula, pardon. Maintenant, on va se poser une autre question, c'est est-ce qu'il faut améliorer les performances? Alors là, vous allez tous me dire, bah oui, évidemment, enfin, c'est ce qu'on veut. Moi, je vais vous dire, eh ben non, pas toujours, parce qu'en fait, il faut du monde, et il faut du temps. Et c'est pas magique, il n'y a rien de magique là-dedans, ça va demander du travail, ça va demander des bras, ça va demander du temps. Et parfois, ces bras et ce temps-là, eh ben, ils sont plus intéressants à faire sur des nouvelles fonctionnalités ou des bugs, parce que, surtout au début de la vie d'un projet, je veux dire, les clients qui ont acheté le produit, qui utilisent le produit, les performances, ça leur convient, hein, sinon ils n'auraient pas acheté ce produit. C'est pour ceux d'après. Mais dans un premier temps, il faut être sûr de bien satisfaire ses clients de maintenant, en s'assurant sur les features et le produit, et on verra plus tard pour les performances. Surtout qu'en fait, il faut que je vous annonce une mauvaise nouvelle sur les performances. C'est du boulot. 99% de ce que vous allez faire, ça va être réécrire un algorithme. Pour qu'il soit moins gourmand, que ce soit CPU, mémoire, I/O, ça va être ça. Il n'y aura pas de settings magiques de JVM à activer, mode fast égale true, et hop, il n'y a pas le bouton turbo sur l'ordinateur, ça n'existe plus. Va falloir travailler. Et pire de pire, 80% de vos tentatives, vous êtes « je suis convaincu que le problème il vient de là, si je refais cet algorithme, ça va aller 2 fois plus vite », et bien 80% de vos tentatives, ça ne donnera rien. Ça n'améliorera rien en performance. Vous aurez travaillé, passé du temps pour rien. Donc du coup, ça prend du temps et le résultat, il n'est pas toujours là. Mais bon, 20% des cas, on arrive à avoir des performances qui sont sympas. Nous, on a un benchmark, par exemple, qui est passé, pour faire une charge donnée, qui est passé de 26 heures
à seulement 4 heures. Alors on ne l'a pas fait en un seul coup, on l'a fait sur 1 an et demi, petit à petit, mais on a été capable de dégrossir. Du coup, comment on va améliorer les performances? C'est quoi la procédure à faire? Donc la première chose, c'est mesurer. Toujours mesurer. Ensuite, on analyse. On essaye de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Ensuite, on refactor, parce qu'on s'est rendu compte, un tel algo, il n'est pas top, on va en changer. Ensuite, on mesure, pour voir, est-ce qu'on a amélioré les trucs? Et malheureusement, on jette le code. Assez souvent, c'est la réalité. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Parce qu'on est on aime ça. Et du coup, on remesure, on dit, maintenant je suis convaincu, c'est ça le problème. Et donc du coup, on refactor pour remettre le nouvel algo bien mieux et tout. On mesure, et là, surprise, on garde le code, mais ça arrive pas si souvent. Et on recommence, et c'est la boucle infinie. Alors maintenant, on va se dire, c'est bien beau, mais 80% des tâches qu'on va essayer de faire pour améliorer les performances ne vont rien donner. Comment on peut améliorer ses chances de réussite? Alors déjà, c'est d'avoir un objectif chiffré clair. Parce qu'un objectif chiffré clair, ça a l'avantage d'être capable de trancher rapidement entre c'est une fausse piste qui va nous faire gagner 1% ou c'est une bonne piste qui va nous faire gagner 20%. Du coup, on fait une première version du code, on regarde ce que ça donne, ça passe pas à la QA, ça passe pas à la code review, ça passe pas tout ça, mais on s'en fiche, ça donne une idée de l'algo. Est-ce que ça peut gagner les performances? Oui, non. Non, hop, on garde l'idée dans un coin, on écrit, on a essayé ça, ça n'a pas marché, voici le code qu'on a utilisé, hop, suivant, et on passe à l'idée d'après. L'idée, ça va être de réduire le temps qu'on va passer sur ces déchets. Aussi, ça permet de donner une motivation. Parce que je veux dire, quand on va dire, ouais, je veux qu'on soit 2 fois plus performant pour faire telle chose, et bien quand on arrive à avoir un 20% de performance, je peux vous dire, ça booste une équipe, on est content, on est fier de nous, on a avancé, et ça donne foi dans les autres, parce que les cas où... les 80% du temps où on a avancé et qu'on s'est pris un mur et que ça n'a rien donné, c'est pas ce qu'il y a de plus motivant sur la planète. Aussi, un truc très important, c'est d'avoir plusieurs benchmarks, d'avoir plusieurs mesures de plusieurs scénarios possibles qui sont différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, aucun de vos clients va utiliser votre application de la même manière. Il ne faudrait pas, en cherchant à améliorer les performances d'un tel, baisser les performances de l'autre. Du coup, il faut essayer d'avoir des scénarios qui soient les plus réels possibles. Après, on ne peut pas être la réalité réelle, mais etc. Il y aura aussi en important d'essayer d'avoir au maximum une mesure fiable. Un exemple tout simple, si on fait un compte de tout ce qui s'est passé depuis le début de la journée, si on lance le scénario à 3 h du matin, c'est facile, il y a eu 3 heures de trucs. Si on lance le scénario à 10 h le soir, il y a 22 heures de trucs. Du coup, nous, on a des astuces. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner ça tout dans du container Docker et on fait une simulation de l'horloge de la machine. Et comme ça, quand on lance notre bench, pour lui, il est toujours la même heure, quel que soit le moment où en fait on l'a lancé. Comme ça, on essaye de se mettre dans le plus fiable possible. Maintenant, quoi mesurer? Parce qu'on dit, ouais, il faut mesurer. Il faut mesurer la branche principale, évidemment. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, même si vous n'avez pas l'intention de bosser sur améliorer les performances maintenant, parce que il n'y a pas des bras, mettez en place tout de suite les benches de performance. Ne serait-ce que pour être au courant. Par exemple, on les voit baisser. On fait pourquoi? C'est lié à telle feature qu'on a rajoutée. Est-ce que c'est normal que ça baisse? Parce que des fois, c'est normal, on rajoute une complexité parce qu'on a fait un changement différent. Des fois, c'est normal que ça baisse, mais il faut en être au courant. Du coup, la branche principale, c'est vraiment mon conseil, mesurez ça. Les performances, vous pouvez vous en occuper plus tard, essayer de les améliorer, mais mesurez la branche principale. Après, il y a une chose qui est importante qu'on a découvert sur le tard, c'est d'avoir une référence. De prendre par exemple toujours le même installeur, toujours le même commit, et le lancer tous les jours, de la même manière qu'on lance la branche principale, pour voir ce que ça donne. Alors ça a plein d'intérêts. Ça permet par exemple de voir la variabilité naturelle d'un bench. Parce que, des fois, on ne sait pas trop, le benchmark ne va pas donner les mêmes résultats au fur et à mesure des exécutions, même si c'est exactement le même commit. Donc d'être au courant de cette variabilité, ça permet de, si on voit une amélioration, peut-être se dire on va attendre quelques jours pour être sûr qu'on a vraiment bien amélioré, que ce n'est pas juste un hasard qui a fait qu'on est un point plus bas par rapport à un point plus haut, etc. Ça permet aussi de mesurer les progressions sur un temps long. Et après, il y a mesurer une branche particulière. Alors ça, c'est super utile, ça permet de rapidement écarter les fausses pistes, comme je vous disais tout à l'heure. Vous testez votre branche, le code
il n'est pas propre, mais on s'en fiche. Vous avez refait votre algo, les variables sont mal nommées, il n'y a pas les méthodes qu'il faut, enfin bref. C'est un nouvel algo, moins gourmand en théorie. Vous voulez voir si vraiment ça change la donne. Ça, c'est très pratique. Là, je vais vous montrer un exemple de la vraie vie. Donc ça, c'est vraiment un bench à nous, dans la boîte. Donc, ce qu'on voit, deux choses. Donc, il y a la référence qui est en rouge, et il y a le actuel qui est en bleu. On voit deux choses. On voit déjà qu'on a fait mieux. C'est déjà bien. Mais on voit aussi qu'on a amélioré la variabilité du bench. Quand je vous disais que le bench, il a une variabilité intrinsèque, parce que les choses se déclenchent. Nous, on envoie des batchs, mais la fréquence à laquelle on va envoyer le batch, qui va lire le batch, etc., eh ben, ça dépend. Il y a un environnement qui dépend. Du coup, on va faire comment on va prendre nos mesures. Alors, c'est pas pareil si on est en latence ou en calcul. Donc, à latence, faites très attention au percentile, parce qu'en fait, on va dire, ouais, 99% du temps, ça se passe bien, etc. Mais en fait, si on envoie 50 requêtes, bah, c'est un utilisateur sur 2 qui a ce problème. En fait, il faut vraiment faire attention au percentile. Sur ça, et la coordinated omission, le coordinated omission, c'est quand c'est la plateforme elle-même qui va prendre sa mesure de latence. Par exemple, votre servlet qui va enregistrer « je suis au début, j'ai fini ». Et bien en fait, vous ne voyez pas tout le temps. Par exemple, la JVM, elle a été en pause avant d'être capable de prendre la requête, parce qu'elle a fait un GC. Du coup, vous ne verrez pas cette information. Super talk que je vous recommande, How Not to Measure Latency. J'essaierai pas de prononcer son prénom et son nom parce que je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le CTO et co-founder de Azul System, ils font une JVM notamment. Pour le calcul, c'est un peu plus simple, il y a deux approches. Moi, celle-ci, c'est ma préférée, c'est-à-dire le temps nécessaire pour effectuer une charge de travail donnée. On va lui mettre une charge de travail, une quantité de batch, et on ouvre les vannes et on fait vas-y le plus vite possible pour être capable d'arriver à ces performances. On peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut dire, tu vas tourner pendant 3 heures, et pendant 3 heures, je vais regarder la quantité de travail que tu as été capable de dépiler. Je parlais de latence, je vais faire un très petit aparté sur les GC pour ceux qui font du Java. Parce que bon, en amélioration de performance, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, je vais changer mon GC, etc. » C'est pas la méthode miracle, comme je vous disais, il n'y a pas de settings magiques. Par contre, quand vous êtes en latence, essayez de privilégier J1 parce qu'il a des temps de pause qui sont très courts, ou carrément ZGC et Shenandoah qui sont dans les dernières versions, qui là, pour le coup, font pas de pause. Pas de pause du tout. Il y a un coût au runtime, mais du coup, comme il n'y aura jamais de pause de la JVM, le temps sera très prédictif dans le temps que ça va prendre. Si vous faites du calcul du batch, là, vous avez intérêt d'utiliser Parallel GC. Parallel GC, lui, il a l'avantage que c'est lui qui offre le plus grand temps de calcul, le temps de traitement par rapport au temps utilisé par le GC sur une heure. Donc c'est lui le plus efficace. Si vous êtes en microservice, Serial GC, parce que ça c'est typiquement, vous avez un core, un CPU, etc. Bah lui c'est le plus rapide quand il y a un seul core, parce que le parallèle, bah, comme il fait en parallèle, il a tous ses synchronize et les machins et des threads et qu'il n'y a pas besoin. Et pareil, mieux vaut garder les paramètres par défaut, parce que vous n'avez pas d'équipe dédiée. Peut-être qu'à un moment donné, un setting particulier fera mieux, vous allez bosser sur le produit, mais ces settings, peut-être que ça va être la cause de votre problème de performance dans un an. À moins d'avoir une équipe qui va passer son temps à chercher les meilleurs settings de la JVM, parce que en fait ça arrive dans jamais aucune équipe, jamais, enfin moi je ne l'ai jamais vu en tout cas, laissez les paramètres par défaut, mettez à jour vers une JVM, parce qu'à chaque version de la JVM, c'est plus rapide, les GC sont plus rapides, donc tout bénef. On va passer rapidement sur comment on trouve, on a mesuré, etc., comment on trouve les pain points. Alors les pain points, ça peut commencer tout simplement par des logs produits. Typiquement, pour faire telle opération, j'ai mis tant de temps. Et c'est déjà une information. Et après, on creuse, ok, pourquoi dans cette opération, j'ai mis tant de temps. Si on va un peu plus compliqué, mais qui marche bien aussi, c'est faire des thread dump réguliers. Un thread dump régulier, ça a l'avantage de se dire, c'est pas normal que ce thread il tienne autant de temps. Il devrait se terminer plus court. Il doit y avoir un truc dans cette méthode. Et en plus, avec les thread dump, on peut voir, il est resté longtemps dans cette méthode. C'est ça que je veux améliorer. Encore mieux, il y a Java Flight Recorder, qui s'appelle maintenant JDK Flight Recorder, qui permet de vous dire tout ce qui se passe sur votre JVM en Java. Ça a un faible coût de performance et vous pouvez voir toutes les allocations, les threads, c'est génial. Vraiment, je vous conseille d'aller creuser ça. Finalement, il y a aussi les logs GC. Les logs GC, elles sont intéressantes pour avoir la cause de ce qu'a fait votre GC. Si vous avez par exemple plein de full GC, c'est que vous avez probablement des objets qui doivent être temporaires, qui passent leur temps à être passés dans la génération old, et donc on est obligé de tout nettoyer la mémoire pour récupérer de l'espace.
Donc ça, c'est pas génial, mais donc c'est un bon moyen de le savoir. Vous allez avancer, vous allez faire votre code, et vous allez vous retrouver souvent à un cas où vous avez une méthode dans laquelle vous allez passer 120 000 fois à chaque appel. Et donc là, vous allez faire du micro-benchmark pour essayer que cette méthode, vous la tunez aux petits oignons pour qu'elle soit super, super efficace. Donc là, des petits conseils, il ne faut pas utiliser les dates ou les millisecondes pour comparer le temps qu'on a mis, parce qu'en fait, les millisecondes, elles avancent par pas. Les dates, ça peut revenir dans le passé ou aller dans le futur si le serveur il a décidé de se synchroniser. Donc il ne faut pas utiliser ça, vaut mieux utiliser les nanotime, qui est en fait un nombre de nanosecondes depuis que le process il a démarré, ce qui est très pratique pour faire la diff, ça c'est constant, on sera tranquille. Encore mieux, il y a JMH, qui est un framework qui permet de faire des micro-benchmarks en Java, qui est génial. Et enfin, je terminais mon talk sur la règle d'or, mais qui est vraiment super important. C'est, il ne faut pas sacrifier la lisibilité de votre code pour quelques pourcentages. Parce qu'en fait, là, sur le coup, vous aviez passé 15 jours, 3 mois sur votre petit algo à le tuner aux petits oignons. Si, dans un an, plus personne n'est capable de le relire et de comprendre ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Donc, gardez en tête que mieux vaut viser. Il y aura forcément dans votre code des algos qui vont quand vous allez les refactorer, qui vont vous apporter beaucoup. Visez cela et cherchez pas à trop aller aux petits oignons sur votre code parce que de toute façon, il faut qu'il reste lisible, sinon il y aura des bugs et personne ne sera capable de les débugger. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas s'il y a le temps pour les questions parce qu'on a fini, c'est un peu mort, on a commencé en retard, donc désolé. Pour les questions, sinon c'est entre deux talks et sinon c'est vous me joignez là. Merci beaucoup.